Comme ça? Là, c'est affiché. C'est bon, on peut démarrer? On peut commencer, s'il vous plaît? Ne répondez surtout pas. Hein. Bon, bonjour, je suis Dr Bergam. On m'a sollicité pour vous faire un cours sur la physiopathologie du choc septique. Il y a un plan, il y a une définition, il y a des définitions, il y a épidémiologie, il y a physiopathologie, il y a le traitement. Pourquoi on a dit définition? Parce que la physiopathologie du choc septique reste encore très, très complexe et tous les 3, 4 ans à 5 ans, les experts se réunissent pour encore affiner la définition du choc septique. La épidémiologie, physiopathe et traitement. Ce que je voudrais vous dire au départ, c'est que le choc septique est la première cause de mortalité dans les services de réanimation. Il est la conséquence de l'invasion de l'organisme par des agents type bactéries, virus, les champignons. Malgré le progrès de la médecine, le choc septique se solde généralement par un décès. Tout commence par une infection qui passe généralement silencieuse, point de départ où elle intéresse beaucoup plus les poumons en premier lieu, le système digestif, 10% du système urinaire. L'agent se multiplie à une vitesse incroyable, dépassant les limites de défense de l'organe pour atteindre tout l'organisme. La réponse inflammatoire sera exagérée et englobera tout le corps. Le choc septique se vient lorsque les mécanismes de l'homéostasie de l'inflammation et de l'inflammation commencent à s'envahir. D'accord? Ok. Alors, je vous ai dit que le choc, la physiopathologie du choc septique restait quand même très complexe et très difficile. Je vous ai dit que les experts se réunissaient souvent pour établir ou affiner un peu la définition. Ce n'est pas une vraie définition claire et nette. À chaque fois, ils rajoutent un critère ou encore ils affinent par la découverte de certaines choses. En 1991, la conférence de consensus américano-européenne a établi certaines terminologies qui sont l'infection, la bactériémie, le SIRS, le sepsis sévère et le choc septique. Le SIRS a été introduit sous forme de syndrome. C'est un syndrome de réponse inflammatoire systémique suite à une agression d'un organisme et c'est une réponse inflammatoire qui commence à être déséquilibrée. Donc, l'infection serait la réponse inflammatoire liée à la présence de micro-organismes dans des tissus normalement sains et stériles. La bactériémie, la virémie, la fongémie, la parasitémie, c'est la présence de chacun de ces petits micro-organismes qui sont viables dans le sang. Le syndrome de réponse inflammatoire systémique, c'est ce qu'on appelle le SIRS. Et de nos jours, quand on parle de clinique de choc septique ou de physiopathe, on se réfère au SIRS.
Le CIR, c'est quoi? C'est un syndrome de réponse inflammatoire systémique dû à une agression d'agents pathogènes. Il faut avoir au moins 2 de ces signes. Il repose sur la température, sur la fréquence cardiaque, sur la fréquence respiratoire, sur les globules blancs. La température, soit elle est très élevée, soit elle est basse. La fréquence cardiaque, généralement, quand on dit CIR, ce n'est plus la tachycardie. On passe vers la deuxième. Idem pour les autres pathologies. En gros, c'est ça. Vous avez une infection. Il y a des mécanismes d'homéostasie, des mécanismes de régulation afin d'encercler le germe. Si ces mécanismes sont dépassés, il va y avoir le CIRS. À partir du CIRS, il y aura le sepsis et le sepsis sévère. Suite à cela, il y aura une défaillance multiviscérale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et je me répète encore, chaque décade, chaque 5 ans, quand des experts se réunissent ou alors trouvent des signes particuliers, ils affinent la définition de la physiopathologie du choc septique. En 2016, il y a eu un score, entre guillemets, qu'on appelle le SOFA. Le SOFA, il y a 4 grades. Il faut avoir 2 grades pour dire que le sepsis est grave ou le choc septique est grave. Le SOFA, il repose sur certains critères. Premièrement, c'est le rapport de la PaO2 sur FiO2. Le deuxième, c'est le score de Glasgow, c'est-à-dire on a pris en considération le neurologique. Le troisième, c'est la pression artérielle moyenne, la PAM. Le quatrième, c'est le foie, le taux de bilirubine. Le cinquième, c'est le sang, c'est le taux de plaquettes. Et le sixième, c'est le rein, c'est-à-dire la fonction rénale. De tous ces 6 critères, vous avez des grades. Vous avez le grade 1, le grade 2, le grade 3 et le grade 4. Si jamais ce score dépasse le grade 2, c'est un choc septique qui reste sévère avec une non-possibilité de récupération. Si vous avez des questions, vous me les posez, d'accord, au fur et à mesure. Les 2 jeunes là-haut, les tourtereaux. Oh! En plus de cela, dans le choc septique, ça, on vous a donné ce que l'agent pathogène fait. Mais il faut savoir que l'organisme, c'est-à-dire l'être humain, à partir d'un certain âge, il y a des facteurs de risque. Ces facteurs de risque ne font qu'accélérer le processus du choc septique. On a des facteurs de terrain, on a des facteurs de traitement. Les facteurs de terrain, ce sont les sujets âgés, l'altération de l'état général, l'immunodépression, les pathologies chroniques, ça veut dire les TAR, HTA, cardiopathe, diabétique, vasculaire, la malnutrition et les traumatismes. Dans les traitements antérieurs, vous avez les antibiotiques, vous avez la corticothérapie, vous avez les immunosuppresseurs et les sujets polyopérés. C'est bon? D'accord. Sur le plan épidémiologique, en Algérie, malheureusement, on fait pas les statistiques, chose qui est, je trouve, qui est quand même assez moche. C'est pour ça qu'on ne peut pas avancer. Aux États-Unis, l'incidence du sepsis sévère est de 300 cas pour 100 000 habitants par an. En Europe, il y a 24,7% des hospitalisations en réanimation. En France, 14,6% des hospitalisés en réanimation. Mais ce qu'il faudrait savoir, que le diagnostic de choc septique est établi généralement, 50% sont établis en dehors de la réanimation. Il n'y a que 10% qui sont admis en réanimation.
La mortalité hospitalière est à 36%, pas chez nous. La prise en charge est transversale. Qu'est-ce que je veux dire par transversale? Ça veut dire qu'elle est pluridisciplinaire. Il y a d'abord la prise en charge aux urgences, il y a la prise en charge radiologique, la prise en charge plutôt imagerie, la prise en charge biologique et la prise en charge pluridisciplinaire, qui veut dire les pneumos, les chirurgiens, les infectieux, les internistes et la réanimation qui est le pilier de tout ça. Il faut savoir donc que le choc septique est une urgence médicale au départ, car elle est greffée d'une défaillance circulatoire aiguë responsable de désordres hémodynamiques, métaboliques et viscéraux. Par la suite, elle deviendra polyvalente, parce que le rôle du médecin réanimateur ici est de stabiliser le malade afin que les autres spécialistes puissent faire leur travail correctement avec moins d'effets néfastes pour le malade. Pardon, 5 minutes. Voilà. On avait dit que le choc septique, c'était une infestation, une invasion, une agression d'agents pathogènes. On avait dit que ça pouvait être des bactéries, ça peut être des virus, ça pouvait être des champignons. Là, je vous ai fait un tableau avec ceux que l'on rencontrait avec le pourcentage. Vous avez les grammes plus, les multirésistants, les pneumocoques, les grammes moins, les Escherichia coli, Pseudomonas, les champignons, les parasites et les virus. On va passer à la physiopathie proprement dite. Donc, la physiopathologie. Lors d'un sepsis, des experts ont remarqué que c'était un défaut de concept d'utilisation de l'oxygène par les mitochondries. Celles-ci étaient, entre guillemets, malades. On parlait de cytopathie hypoxique. Qu'est-ce qu'elle causait, cette cytopathie hypoxique? Elle causait la défaillance d'organes et les décès des patients septiques. La physiopathe, donc, se résume en un problème d'apport d'oxygène qui va aller altérer la macrocirculation et un problème d'utilisation d'oxygène qui va altérer les fonctions des mitochondries. Les conséquences, c'est quoi au départ? Les conséquences, ça va être des réponses humorales du système humoral et une réponse du système immunitaire. Au départ, la réponse immune, elle est adaptée, puis par la suite, elle sera inadaptée. Il y aura une exagération de la réponse inflammatoire, une exagération du phénomène de coagulation, et puis par la suite, vous avez une défaillance circulatoire ou proprement dite multiviscérale. Ça, c'est un petit tableau récapitulatif. L'infection, donc on avait dit que c'était une introduction d'agents pathogènes dans le corps. Ces agents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un lâchage de toxines. Le corps va réagir par une réponse inflammatoire. Cette réponse inflammatoire, si le sujet est jeune, s'il n'est pas taré, s'il n'a pas d'antécédents, cette réponse va essayer d'être adaptée. L'homéostasie, c'est-à-dire le contrôle interne est équilibré, il y aura un contrôle tissulaire et si le patient est pris en charge dès le départ et adéquatement, il s'en sortira. Maintenant, cette réponse inflammatoire sera exagérée quand le sujet a un terrain de risque ou des facteurs létaux. Ça sera une réponse inadaptée, déséquilibre de l'homéostasie, une réponse pro-exagérée inflammatoire, la diminution des défenses, le choc, ou alors l'état de choc, ou plutôt maintenant on parle de défaillance multiviscérale et le décès. Inflammation, fibrinolyse altérée,
coagulation. Ce qu'il en résulte, c'est une mauvaise circulation, mauvaise circulation de l'O2, mauvaise utilisation de l'oxygène, des thromboses des petits vaisseaux, des phénomènes hémorragiques et défaillances multiviscérales. Quand on parle sur le plan homéostasie, on avait dit dans le choc septique, il y a une perte de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? C'est un équilibre entre l'inflammation, la coagulation et la fibrinolyse. Ces agents pathogènes, grâce à leur virulence ou à leur agression si forte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont perturber cette balance. Il y aura la libération de médiateurs pro-inflammatoires, des lésions endothéliales, le facteur tissulaire va essayer de se défendre, il y aura la production de thrombine qui sera responsable de thrombus. Sur le plan fibrinolyse, la diminution de la fibrinolyse, il y aura à ce moment-là une exagération des PA1, de TAF et la diminution de la protéine C. Maintenant, comme on dit pour les chercheurs, les grands chercheurs, ce qui n'est pas notre cas, l'activation du complexe thrombine-antithrombine, il va faire de sorte à diminuer l'activité de l'activateur tissulaire plasminogène, une augmentation du synthèse de facteurs tissulaires, diminution de la fibrinolyse physiologique, la formation des thrombines et de la fibrine, ce qui va donner à la diminution de l'activité de la protéine C. Les conséquences, c'est la microthrombine. C'est bon, là, vous avez une question? C'est bon, vous avez une question? Monsieur? Monsieur, je vous parle. Ça. Vous avez une question, vous me posez. Pour les facteurs de coagulation, comment ils se définiraient? C'est la coagulation intravasculaire disséminée. Selon les consensus de 2002, elle repose sur le dosage des dédimères. Pour savoir que c'est un état grave, nous avons 2 facteurs majeurs et 2 facteurs mineurs. Sur les facteurs majeurs, repose sur les taux de plaquettes inférieurs à 50 000 et un taux, un TP inférieur à 50%. La CIVD, au départ, quand elle commence à s'installer, on a 2 critères mineurs, et c'est là qu'il faut faire très attention. Un taux de plaquettes inférieur à 100 000 et un TP entre 50% et 65%, et un taux de fibrinogène inférieur à 1 g par litre. Les agents pathogènes, on va encore refaire parce que la physiopathe se répète. Ils vont induire une activation, l'introduction de l'agent pathogène dans l'organisme. Ça va induire une activation des mécanismes de défense. On avait dit qu'il y avait une activation cellulaire, une activation humorale. L'activation cellulaire, c'est les macrophages, le polynucléaire et les plaquettes. L'humoral, c'est le complément, la coagulation et les protéases. Qu'est-ce qui va se passer sur le système de défense? Le corps va essayer d'activer le phénomène de phagocytose. Phagocytose, ça veut dire encercler l'élément pathogène ou l'ennemi pathogène ou l'agent pathogène. Il en résultera une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire dans le but de détruire l'agent. Qu'est-ce qui se passera? Il y aura une coagulation, inhibition de la fibrinolyse, tout ça piégeant le germe et évitant l'extension ou la propagation de l'infection. Sur le plan humoral, il y aura une synthèse des IgG par les lymphocytes B et cellulaire par les lymphocytes T. L'inflammation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enclencher les cytokinines qui vont libérer les NO, les molécules d'adhésion, des médiateurs lipidiques, des cytokinines pro-inflammatoires et des cytokinines anti-inflammatoires. Sur le plan de la coagulation, elle va mettre en jeu des facteurs tissulaires.
À un certain moment, vous allez avoir une consommation intravasculaire disséminée due à une consommation accrue des plaquettes et des facteurs de coagulation. La baisse des facteurs anticoagulants naturels se ressentira sur le dosage de la protéine C et de la protéine S. Pourquoi? Parce qu'il y aura un défaut de synthèse, donc il y aura une chute de leur consommation. Oui? C'est bon? C'est bon, mademoiselle? Mademoiselle? Vous avez une question? Ça. Sur le plan immunitaire, ce sont les lymphocytes T helper qui vont évoluer en TH1 pour la production de pro-inflammatoires et au phénotype TH2 qui vont évoluer en anti-inflammatoires. Tout ça pourquoi? Pour contribuer à une immunodépression secondaire. Une fois que la réaction ou la défense n'est plus adaptée, on aura des conséquences. On avait dit que c'était un défaut d'apport d'oxygène, un défaut d'apport d'oxygène et un défaut d'utilisation d'oxygène qui vont aboutir à des phénomènes de microthrombie. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le plan cardiovasculaire? Une microcirculation. Sur cette microcirculation, il va se passer une hypoperfusion tissulaire. Donc, défaut, diminution d'apport énergétique par les cellules. Il y aura une très mauvaise distribution sanguine aux différents tissus. C'est le choc, c'est un choc distributif. Altération de la synthèse d'ATP se traduisant par une ouverture des shunts précapillaires, altération ou anomalie de la viscosité sanguine et modification de la perméabilité capillaire. On va aller sur le plan myocarde. Il n'y aura plus de contractilité adéquate. L'éjection ventriculaire sera atteinte. Les coronaires seront très mal perfusés. Il y aura une vasodilatation des vaisseaux coronaires et des anomalies hydroélectrolytiques. Biologiquement, comment on le saura? Par le dosage des troponines, des myoglobines qui seront augmentées, des CPK augmentés, sur le plan ECG, BAV et troubles d'Irrita. Sur le plan pulmonaire, je reviens à la base de ma physiopathologie. Ma physiopathologie, j'avais dit, c'était un défaut d'apport d'oxygène et un défaut de distribution d'oxygène. On va aller sur le plan respiratoire, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une libération de médiateurs inflammatoires. Ils vont augmenter la perméabilité alvéolo-capillaire. Il y aura une atteinte lésionnelle, syndrome de détresse respiratoire aiguë. Sur le plan rénal, le rein sera très mal perfusé, il sera mal vascularisé. On aura une hypoperfusion, la microcirculation qui sera responsable de cela, induisant une insuffisance rénale au départ qui sera aiguë. S'il n'y a pas un remplissage adéquat, on évoluera vers la chronicité. L'atteinte neurologique, défaut d'apport d'oxygène, défaut d'utilisation, mauvaise vascularisation, hypoperfusion, débit sanguin cérébral, œdème, perturbation métabolique. L'atteinte, les toxines vont libérer le médiateur, des troubles psychiques, altération de l'état de conscience, voire coma. Atteinte hépatique, mauvais apport d'oxygène, mauvaise utilisation, hypotension artérielle, hypoperfusion hépatique, ischémie hépatique aiguë, insuffisance hépatocellulaire et ictère. Sur la muqueuse, on arrête là. Si vous vous rappelez du SOFA, c'est l'atteinte sur les critères du SOFA. On avait le respiratoire, on avait le cérébral, on avait la pression artérielle moyenne, on
On avait le taux de bilirubine, on avait les plaquettes et on avait le taux de créatine. Donc, quand l'organe noble est touché, c'est exceptionnellement qu'on puisse récupérer l'état de choc septique. Pour la défaillance multiviscérale, il y a d'autres organes qui seront atteints en second lieu, c'est la muqueuse digestive. Il y aura une hypoxie locale, érosion de la muqueuse, des hémorragies, altération de la perméabilité et translocation bactérienne. Les surrénales, on aura une insuffisance absolue plus ou moins relative et même si on essaie de stimuler après l'ACTH, ça ne se récupère pas. Les autres atteintes, on avait parlé de la CIBD, on va aller vers un hypercatabolisme de 35 à 50% et ça sera une activité anaérobie et la transformation des pyruvates en lactate. Un petit mot pour la clinique. La clinique avant, dans les années 80 de mon temps, on classait le choc septique en deux phases. On le classait en phase hyperkinétique et en phase hypokinétique. Quand on était en phase hyperkinétique, c'était plus ou moins maintenant la phase adaptée où on pouvait sauver le malade. Ça dépend de ce qu'on a à bord sur notre plateau technique. Et c'est à ce moment-là que les scientifiques vous disent vous avez le droit de faire vos jeux, car vous avez quand même le débit cardiaque qui est augmenté, le sujet, c'est un état de choc chaud, vous avez des extrémités chaudes, vous avez quand même un bon pouls qui est bondissant. La deuxième phase, c'est la phase hypokinétique, rien ne va plus, c'est, on appelle l'état de choc froid. Débit cardiaque effondré, le sujet est froid, les extrémités glaciales, le pouls à peine perceptible et défilant, et vous avez un sujet avec des marques. Ça, c'est pour vous expliquer un peu les différentes pressions sur le plan cardiaque. C'est la pression veineuse centrale qui normalement est de 0,8, la pression capillaire, l'index cardiaque, les résistances vasculaires systémiques et la différence de consommation en O2. Ça, c'était pour les deux phases. Mais de nos jours maintenant, on ne prend pas ceci en considération. Donc, cliniquement, les signes de gravité sur une hypotension artérielle systolique, la pression artérielle systolique à 90, une PAM à 70. Ça reste une différentielle qui reste pincée. Une tachycardie, un pouls filant, une oligoanurie sur le plan rénal, sur le plan respiratoire, une polypnée avec une cyanose, sur le plan gaz du sang, acidose métabolique, sur le plan neurologique, on a des troubles de la conscience, agitation, confusion, voire confusion. Sur le plan à côté, vous avez des myalgies et un ictère. Le traitement. Maintenant, si vous avez un peu, écoutez, vous êtes un peu concentré, on avait dit qu'en premier lieu, c'était en premier lieu qu'il fallait, c'était une urgence médicale à prendre tout de suite en considération, qu'elle dépendait des urgences afin que les autres spécialistes puissent venir et traiter. La prise en charge immédiate, c'est celle de la défaillance circulatoire. Par quoi je vais intervenir sur la défaillance circulatoire? Je vais intervenir par un remplissage. Le remplissage se fait par des cristalloïdes ou des colloïdes à raison de 300 à 500 millilitres en 30 minutes. Je vois si mon patient répond à ce remplissage. Je refais une deuxième fois et je refais une troisième fois. L'objectif de ce remplissage, c'est quoi? C'est d'avoir une PAM stable à 65 mm, une PVC pression veineuse centrale entre 8 à 12, une diurèse à 0,5 ml/kg par heure. Si ça ne répond pas, je dois passer à ce moment-là à mes drogues vasoactives.
pour ce qui en est de la transfusion. Je ne transfuse que lorsque j'ai une hémoglobine entre 8 et 9 grammes par litre. Vous allez me dire quelle est la différence entre 8 et 9. Ça dépend si le sujet ou le malade tolère. Si le sujet ne tolère pas le 9, je le transfuse. Maintenant, je vous ai dit, quand je fais mon remplissage, premier, deuxième, troisième, s'il répond au remplissage, je vais chercher ma porte d'entrée et je traite par mes antibiotiques et je continue ma thérapeutique. Maintenant, si le remplissage ne donne pas, je vous ai dit qu'on passait aux drogues vasoactives. C'est quand on avait une tension persistante qui ne répond pas au remplissage. Les drogues sont la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline. En général, la drogue de choix dans les hypotensions, c'est la noradrénaline. Si j'ai une incompétence myocardique, je rajoute du Dobutress. Quand j'aurai équilibré, quand j'aurai stabilisé mon malade sur le plan défaillance circulatoire, je vais chercher l'infection. Je vais chercher d'où est-ce qu'elle vient cette infection ou alors où est-ce qu'elle s'est colmatée. Je fais des hémocultures, je fais des prélèvements urinaires, je fais des prélèvements bronchiques, je fais des prélèvements de plaies, je fais des prélèvements des liquides de drain. Puis, j'introduis une antibiothérapie probabiliste à large spectre pendant 24 à 72 heures. Pourquoi pendant 24 à 72 heures? Le temps d'avoir les résultats de l'antibiogramme. Le traitement inflammatoire. Avant, on ne donnait pas de corticoïdes, car les corticoïdes agissaient à l'encontre de l'équilibre du choc septique. Puis, les écoles américaines se sont dit non, ils diminueraient l'inflammation, on les donnait à une petite dose. La glycémie, au départ, elle s'emballe, on la jugule avec de l'insuline. Dans les pays qui se respectent, on donne de la protéine C. Je vous ai dit que la protéine C et la protéine S étaient diminuées. Pourquoi la protéine C, on ne la donne pas beaucoup? Parce que le taux est très élevé. Et pour pouvoir la donner, il faut avoir une atteinte. Les experts se sont entendus pour qu'il y ait une atteinte de 2 organes. Chez nous, ça ne s'est jamais fait. Les autres, Les autres thérapeutiques, c'est le nursing du malade, une bonne hydratation, une bonne nutrition pour s'échapper du catabolisme, une ventilation métabolique si le sujet doit être intubé, épuration rénale si jamais on ne récupère pas sa fonction rénale, et sédation analgésie va avec la ventilation. En conclusion, il faudrait savoir que le choc septique, c'est une urgence vitale, médicale en premier lieu, pour cause de la défaillance circulatoire. Une fois qu'on aura stabilisé cette défaillance circulatoire, elle sera pluridisciplinaire, avec une prise en charge globale, ciblant l'identification du germe, sa porte d'entrée et sa porte d'entrée. Donc, la prise en charge doit être précoce de la défaillance circulatoire et des troubles de la conscience, reposant sur le remplissage, l'antibiothérapie probabiliste, la noradrénaline, les bilans étiologiques et la défaillance circulatoire. Voilà. Vous avez des questions? C'est bon?
C'est bon? C'est bon. Là. Oui. Ah, merci. Merci beaucoup, madame. Oh, pardon, là, désolé. Merci. Merci, madame. Merci.